Okay, once again, a very good morning, good afternoon, and good Alors, evening bonjour, bon to those après-midi, that have joined us for this session bonsoir à tout le on monde, call to pour action tous les for child participants, survival pour cet in appel à natural and l'action humanitarian pour la settings. survie des My name is enfants James dans les Quinn contextes Patterson. I work for humanitaires. Je UNICEF suis James Quinn HQ. Patterson. Je I'm the travaille Senior pour Advisor le for Health siège in de Emergencies, l'UNICEF and I'm et very happy to l'unité be des joined by my santé colleague dans les Yourself situations Ralph Moreno d'urgence. Garcia, who is Et a health j'accueille mes specialist collègues who Ralph is going to be Moreno sharing et some very d'autres careful data qui analysis nous importance to this topic. parleront de ce We all sujet important. share a passion for Nous child avons tous survival une passion pour ces SDGs to questions ensure de that families survie fulfill dans les contextes the rights of humanitaires all children to survive. pour permettre We aux want to bring enfants particular d'avoir attention un to the avenir, share of that burden of un mortality destin. that Et lies j'aimerais in vous fragile and partager quelques humanitarian chiffres sur les settings, taux de and of course mortalité the dans les challenges that all of situations us face in providing et basic contextes de response crise to et face the other aussi les challenges types de réponses ou something that d'interventions que nous Ralph mettons touched on, en specific place approaches pour to doing so. enrayer ces chiffres et The format will just be a single lutter presentation contre cette delivered by Ralph, and then we situation. can Nous open up auront une for simple any présentation, une questions or seule présentation. clarifications, and I think Et even si more vous avez importantly, des questions, your ideas and n'hésitez pas suggestions about how we de, can à les better poser dans la boîte de respond dialogue. to Et ce que nous children's voulons, health surtout, and ce humanitarian sont settings. vos observations, vos idées. Before I begin, I Et, want to et avant really de just double check commencer, that indeed I'm je voulais audible and that the vérifier French interpretation que nous is working avons okay for those donc that want to bien le use it. canal d'interprétation en If somebody français qui wants to give a thumbs up fonctionne. for Si vous voulez bien indication that mettre that's un working. pouce levé pour nous montrer que cela fonctionne, cela nous aidera. Wonderful. Okay. Cela fonctionne, merci. So with no further ado, I Alors, will invite sans plus Ralph attendre, je to vais demander à Ralph Moreno de start prendre his la parole presentation. et If de anyone nous has faire sa really pressing présentation. questions, I would encourage you Et to note encore une those down fois, in the si chat. vous avez des We'll be monitoring questions, that together, simplement notez-les dans and la so please chat add any et important nous y thoughts reviendrons or à la questions fin de or la answers. présentation. And then at the end of the presentation, we'll open up for your thoughts and Et discussion. nous aurons donc une séance de questions et réponses à la fin. Merci de cette présentation, James. Avant de présenter ou de commencer, je voulais juste m'assurer que vous m'entendez bien et que vous pouvez voir mon écran. Parfait. Donc, je suis Ralph Moreno, je suis spécialiste en question de la santé dans les situations d'urgence au siège de l'UNICEF et je vais vous parler aujourd'hui de la situation des enfants dans les contextes humanitaires et fragiles, appel à l'action. D'abord, un petit aperçu de la structure de ma présentation, des éléments de contexte, des objectifs, méthodologies, des résultats et des conclusions. D'abord, quelques éléments de contexte. Je suis sûr que tout le monde connaît ces difficultés. Nous avons différents types de problèmes qui se posent dans les contextes humanitaires. D'abord, le problème, la complexité économique, la stabilité politique. Nous avons l'interruption des services sociaux essentiels, assainissement, problème de gouvernance limitée, le problème des populations en mouvement qui se déplacent. Nous avons des problèmes de gouvernance et également des facteurs de violence, de conflit et problèmes concernant la prestation des services publics de base. Également la destruction, endommagement des infrastructures et aussi des lacunes dans les données, par exemple l'absence de données, les données sont dépassées ou elles ne sont pas suffisamment désagrégées. Là, je veux vous montrer un petit peu la classification générale que fait l'OCHA et je vais me focaliser sur les deux premières catégories pour cette présentation de la Banque mondiale, pays fragiles en conflit et en proie à la violence, et de la Banque mondiale en particulier. À droite, vous voyez donc une carte où nous avons les pays qui sont dans des situations humanitaires ou FCV.
Et vous voyez les différentes couleurs, les différentes légendes et parfois à la fois situation humanitaire et FCV. Et nous avons analysé tous ces pays selon cette classification FCV humanitaire. Un petit peu ici pour vous donner une idée de la magnitude de population concernée. Et on voit par exemple qu'au Pakistan, Afghanistan, plus de 20 millions de personnes sont touchées et ont besoin, bien sûr, d'une intervention à cause de la crise qui sévit dans ce pays. Un des objectifs de cette présentation, de décrire la situation sanitaire des enfants, des populations dans les contextes humanitaires en soulignant les inégalités. La méthodologie sera d'analyser les données disponibles auprès de différentes sources, OMS, UNICEF, Banque mondiale, et aussi toutes les tendances actuelles. C'est une analyse des tendances et nous montrons des chiffres, des moyennes, et nous ferons également nous avons une cohorte de pays, FCV et autres qui connaissent des crises depuis au moins 7 ans au cours de la dernière décennie. Pareillement pour les contextes humanitaires et pour les contextes FCV. 7 ans au cours de la dernière 10 ans. Et en termes d'indicateurs, on va analyser les ODD pour lesquels l'UNICEF est un petit peu gardien et qui sont liés à la santé des enfants, bien sûr. Il s'agit d'indicateurs épidémiologiques, par exemple taux de mortalité et de prestations de services. Et en termes de résultats, voilà un petit peu les taux que nous contrôlons. Taux de mortalité maternelle, taux de mortalité néonatale et taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. On voit des courbes qui sont décroissantes globalement, mais la première, c'est que cela est bien sûr différent selon les contextes. Nous avons une diminution du taux de mortalité entre 2000 et 2020 et du taux de mortalité néonatale également. Mais il est clair, comme vous le voyez sur la ligne bleue et orange, que cette décroissance de la courbe ou déclin de la courbe n'est pas aussi prononcé que ce que l'on souhaiterait, en particulier lorsqu'on le compare au contexte humanitaire. Quand on voit ce ratio, ce taux, il y a 2 fois plus de le taux de mortalité 2 fois plus important dans ces contextes et la différence est 39% pour la mortalité néonatale et pour les moins de 5 ans. Encore plus prononcé. Donc, on voit des taux assez élevés et c'est pourquoi l'UNICEF se centre plus particulier sur ces contextes pour les ramener à un niveau moyen plus satisfaisant. Voilà aussi la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans les différents contextes. Depuis 2021, il y a eu donc 5 millions de décès d'enfants et plus de la moitié dans les contextes humanitaires et 40% dans les contextes FVC. Il faut voir également que nous avons la moitié ici qui concerne la mort de nouveau-nés. Et dernière information statistique, vous voyez ici en 2021, 2 300 000 décès, la moitié contexte humanitaire et un tiers dans les contextes FVC.
Ici, nous voyons l'impact des crises sur la mortalité infantile. Nous avons sélectionné quelques exemples de pays. D'abord, le Niger, en jaune. En 2000 et 2010, on a une diminution importante en termes de taux de mortalité des moins de 5 ans. Et en 2011, on a une désaccélération, c'est-à-dire une stabilisation de la courbe. En 2011, ce pays a connu plus une résurgence ou recrudescence de la violence et d'autres problèmes. Là aussi, l'exemple du Soudan du Sud en orange et en même temps, en 2011, un ralentissement de la diminution avec un aplatissement un plateau dans la courbe. En ce qui concerne Haïti, nous avons un pic de mortalité en 2010 lié, bien sûr, au séisme, au tremblement de terre qui s'est produit à ce moment-là. Pour le Yémen, on a une courbe relativement stable. Après aussi, en particulier, le printemps arabe et tous ces événements sociaux. Et on a une augmentation de nouveau en 2021 avec l'explosion du conflit. Et en même temps, une comparaison en blanc de la courbe mondiale qui montre une légère diminution. Et la Syrie, comme vous voyez, également un pic dans les années 2013-2016. Donc, il peut s'agir d'un impact direct ou indirect sur la mortalité à cause des crises, à cause des épidémies ou d'autres facteurs catastrophes et autres, par exemple, qui provoquent l'interruption des services publics de base, eau potable, etc., comme cela s'est produit pendant la pandémie de COVID. Sur cette diapo, je vous montre les indicateurs de services et la couverture, par exemple, de vaccins TPT et d'autres services sanitaires. Et ce sont les indicateurs que nous utilisons pour contrôler les taux de mortalité des enfants, pour voir si la vaccination, par exemple, a un impact, a des effets positifs. Et je voudrais me focaliser sur cette image à gauche qui nous montre le taux de vaccination. On a une légère augmentation en 2020-2021, puis une baisse qui coïncide avec, bien sûr, la pandémie de COVID. Ensuite, en orange, dans les pays FCV et dans les contextes humanitaires en bleu. Donc, une situation pas si brillante. Et on voit néanmoins, après 2021, une légère diminution pour les trois courbes. Alors, l'augmentation de la couverture a eu différentes retombées. Pour lutter contre certaines pathologies, par exemple la rubéole, la rougeole, également l'apparition ou recrudescence de cas de polio dans certains pays où cela avait disparu. Et nous voyons sur ce zoom de cet diagramme une baisse en 2014-2020 qui coïncide avec l'apparition de conflits violents dans ces pays. Par exemple, en Syrie, au Soudan du Sud ou au Yémen. Au Myanmar, nous avons un comportement différent et une chute en 2020-2021 liée au COVID et aussi liée à la situation politique et de troubles sociaux dans ce pays. Birmanie. Là, nous avons l'indicateur d'assistance à l'accouchement par des personnels qualifiés, compétents. Il nous manque des informations dans beaucoup de pays, en particulier dans les contextes FCV.
Quand j'essayais d'analyser cela, j'ai trouvé uniquement 38 ou 39 pays qui avaient à peu près des informations récentes. Et cela veut dire après 2015. Ce sont les données les plus récentes et il faut les combiner avec le reste des informations disponibles, ce qui prend parfois du temps. Et à droite, ou sur ces diagrammes, pas trop de surprises, plus les pays sont fragiles, plus il est difficile d'accéder aux informations et en particulier en ce qui concerne ces assistances à l'accouchement. À droite, il y a un fort lien entre le niveau de mortalité et la présence de personnel qualifié qui assistent les procédures d'accouchement. Vous voyez ici un diagramme avec des points et une ligne et une corrélation. Par exemple, dans les pays à revenus moyens inférieurs, dans les pays à revenus supérieurs et à faible revenu. Mais ce n'est pas le seul facteur, en fait, à prendre en compte. Nous avons également d'autres indicateurs pour la mortalité infantile, accès aux centres de soins de santé, nutrition des mères, des enfants, niveau de revenus, etc. Et nous avons un coefficient de corrélation que nous établissons et nous établissons ces liens, ces corrélations entre ces différentes variables. Revenus et taux de mortalité. Là, ici, ces pays en bleu sont ceux des pays à faible revenu et on voit la courbe entre taux de mortalité des nouveau-nés et le pourcentage d'accouchement assisté par du personnel qualifié. Là aussi, faible accès aux centres de soins bien équipés, problème de nutrition de la mère, manque d'accès aux services WASH et autres services publics essentiels. Là, nous voyons une diapo sur le personnel de santé dans les situations humanitaires et fragiles. Même si nous ne sommes pas à l'UNICEF les plus compétents sur ces indicateurs, nous les utilisons pour comprendre la présence des personnels de santé. Par exemple, ici, une mesure en 2018 pour 1000 habitants. Et on fait une comparaison entre le niveau général, le niveau mondial et le niveau des contextes humanitaires. Les différences ici sont prononcées, mais je n'ai pas le temps ici de tout expliquer. Donc là, par exemple, nous avons des grands écarts en termes de présence de médecins et de personnel infirmier et de sages-femmes. 3 fois, 6 fois, comme vous le voyez dans les contextes humanitaires. Là, une diapo plus détaillée par rapport à la précédente qui nous montre les travailleurs systèmes de santé communautaires et la réduction de la mortalité dans le temps. Cela veut dire qu'il y a ou pas des mécanismes pour justement faire infléchir la courbe de la mortalité. Mais cela nous aide à faire l'analyse et en observant la réduction moyenne de la mort des moins de 5 ans au cours des 10 dernières années. Là, nous avons une réduction dans les contextes FVC et humanitaires. Et quand on fait une analyse, et là où il y a des systèmes communautaires en place, nous avons de meilleurs résultats avec une réduction. Et dans les contextes où il n'y a pas de service de santé communautaire, les résultats sont moins bons et la différence est assez marquée. Donc, c'est sur cette base que nous poursuivons nos analyses. Donc, on voit là la différence entre la présence ou la mise en place de services communautaires et l'absence de services communautaires. Les messages
clé ici, c'est que nous avons eu d'importants progrès réalisés dans le domaine de la santé au niveau mondial, en termes de réduction de la mortalité, d'accès aux services de santé. Également, les gains ne sont pas homogènes en fonction des contextes fragiles et autres. Nous avons encore un écart très notable par rapport aux moyennes mondiales. Ça veut dire que si on n'investit pas et on ne se focalise pas sur ces contextes en particulier, on n'aura pas la possibilité d'atteindre les ODD en matière de santé à temps, comme souhaité. On doit aussi savoir que toutes les crises ont un impact considérable sur la santé des populations, la fourniture des services, et qu'il faut du temps à ces populations pour se remettre, se relever. Autre aspect, à prendre en compte différentes variables extérieures au secteur de la santé qui ont un impact sur les résultats globaux. Et selon certaines publications, près de 50% des problèmes de santé sont explicables par d'autres facteurs externes au secteur de la santé. La qualité des services également est très importante. C'est une dimension à prendre en compte dans le cadre de la coopération transfrontalière et de l'aide humanitaire. Il faut maintenir et développer les services de santé maternelle et néonatale pour réduire la mortalité infantile dans tous ces contextes et investir et améliorer les services et leur qualité. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné auparavant, l'absence de données ou le manque de données est une gageure dans ces situations et de nombreux goulets d'étranglement et le plus important, bien sûr, l'insuffisance en personnel de santé. Quelles actions sont recommandées, que fait l'UNICEF en fait depuis plusieurs années? D'abord, plaider en faveur d'une couverture sanitaire universelle, comme on l'appelle, avec un paquet, un ensemble de soins de santé primaire assez complet, adapté au contexte humanitaire et de crise. Aussi une collaboration multisectorielle et un soutien avec l'abordage des thèmes nutrition, WASH, santé communautaire. Aussi travailler pour renforcement des systèmes d'information de santé dans les contextes fragiles pour connecter à la modélisation mondiale des indicateurs d'impact. Ensuite, combler les brèches en matière de santé. Quand on travaille dans ces contextes, il faut un accès facilité à tous ces services pour toute la population et créer des capacités au niveau local, développer les capacités au niveau local pour que ces communautés deviennent résilientes et puissent faire face de meilleure manière à toutes les crises qui les accablent. Pour cela, donc, préparer la réponse, améliorer la coordination des parties prenantes, la préparation, la réponse aux situations d'urgence. Il faut intervenir auprès de la mère, du nouveau-né, avec les soins prénatals, l'assistance à l'accouchement et les soins au nouveau-né. La vaccination également et la fourniture de moustiquaires imprégnés d'insecticides et autres pour lutter contre le paludisme, autres types de maladies, et améliorer, élargir les mécanismes de prestation de santé. Le travail des agents de santé communautaires est essentiel, comme on l'a vu auparavant et au cours de cette conférence. Il faut créer ces relais communautaires qui sont très importants pour la lutte contre les différentes maladies et aussi contre la traite des êtres humains. Donc, voilà la fin de ma présentation. Merci de votre attention et je vais passer la parole à James qui va prendre le relais et répondre aux questions qui seront posées. Merci de cette présentation très intéressante et nous apprécions surtout l'optimisme, les bonnes nouvelles. En dépit des urgences, en dépit des crises, il y a des progrès qui ont été accomplis
pour la survie des enfants dans le monde et aussi dans les pays les plus fragiles. Mais beaucoup de ces pays sont bloqués, sont paralysés dans leur situation de fragilité, de conflit et qui ont le moins de possibilités véritablement de s'en sortir sans l'aide de la communauté internationale. C'est pourquoi il faut travailler ensemble à atteindre ces ODD pour que tous les pays tous les enfants dans tous les pays puissent survivre. Alors, les crises semblent se multiplier. Le nombre de crises, grandes ou petites, semble augmenter d'année en année, qu'elles soient humaines, que ce soit même les conflits armés qui provoquent le déplacement de populations ou même les désastres naturels augmentent d'année en année. Nous le remarquons. Et nous allons pouvoir le constater notamment dans nous allons pouvoir voir les répercussions au niveau des systèmes de santé. Il y a une forte résilience qui se fait ressentir. J'apprécie beaucoup, Ralph, comment vous avez présenté, comment vous avez démontré la continuité des efforts, mais aussi des difficultés rencontrées par chacun. J'ai eu beaucoup de plaisir de d'assister à des présentations durant ces ateliers. Je vois que les agents de santé communautaire trouvent une façon d'atténuer les difficultés liées aux ressources humaines. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser. La connexion Internet de notre intervenant est légèrement instable. Mais nous tentons bien sûr, nous tentons bien sûr évidemment de répondre aux standards nécessaires. Merci en tout cas, Ralph, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant lire la boîte de discussion pour voir les quelques commentaires qui ont été partagés. Nous vous invitons évidemment à nous faire part de vos expériences. Et si vous souhaitez poser des questions, vous êtes évidemment invité à le faire en activant vos micros. Alors, je lis une question concernant la localisation dans les urgences humanitaires. Pourriez-vous développer brièvement ce que l'UNICEF fait à cet égard? Alors, dites-nous tout. Alors, écoutez, nous travaillons sur différents fronts, mais en termes de localisation, on souhaite former différentes populations. Nous travaillons avec les différents gouvernements pour renforcer la capacité et être capable de mieux adresser les risques et répondre aux risques et les adresser à l'avenir. Nous travaillons également à développer des formations pour le personnel soignant. Nous utilisons sur l'utilisation des BP et la meilleure utilisation et des analyses de données. Nous formons également sur la formation des agents de santé communautaire et trouver les moyens de numériser les informations, les rapports et autres mécanismes, mais aussi nous travaillons avec les communautés pour s'assurer que nous puissions leur offrir l'éducation et les services fragilité, conflit, violence pour permettre de répondre aux différentes situations. C'est ce que nous faisons au niveau de la localisation. Nous souhaitons former les différents groupes de population où nous nous trouvons. Merci beaucoup. Je vois que Yvette a une question concernant la durabilité. Pouvons-nous penser à la durabilité en termes de HIP et l'intervention dans les contextes humanitaires? Donc, c'est les High Implementation Plans, donc les projets
Pourriez-vous commenter sur cela et quelles preuves nous disposons jusqu'à ce jour? Alors, ce sont les pratiques à haut impact. Écoutez, ce sont des choses que nous avons identifiées, comme vous le savez, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un fort impact sur sur la mortalité des enfants, notamment dans le traitement du paludisme. Nous pouvons également travailler sur la gestion de la communauté liée à la malnutrition. Nous pourrions également travailler sur la provision de solutions pour d'autres interventions. Je voudrais notamment revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous formez des communautés locales qui ont la capacité de faire perdurer les réponses dans le temps. Si vous formez les agents de communauté de santé communautaire, ils sont en meilleure position pour apporter l'équipement et les diagnostics pour tous les enfants qui sont là et aussi dans la gestion du paludisme. Honnêtement, je sais que ça fait partie des gros projets pour lutter la mortalité. Et les formations sont indispensables. Il y a des aspects supplémentaires pour permettre une durabilité et qui peuvent être plus élusives suivant les cadres politiques et financiers dans lesquels nous nous trouvons, mais aussi qui impliquent évidemment l'intervention des bailleurs de fonds. C'est pourquoi nous devrions continuer ces pratiques en nous concentrant sur les différents plaidoyers et s'assurer que tout le monde prenne véritablement conscience que les situations humanitaires soient à considérer, qu'il nous faut continuer à travailler avec tout le monde dans la capacité technique, tout en considérant les situation, mais sans soutien financier, ça va être très, très difficile de pouvoir euh, euh, recouvrir ces pertes, car nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps devant nous. Et là, je parle évidemment de l'environnement les plus fragiles. Il faut vraiment pouvoir assurer la transmission de ces savoirs et de cette motivation dans le temps. On veut aussi s'assurer que ces interventions soient efficaces et comment nous pouvons soutenir tout le monde, autant au niveau technique que financier. Excellent, d'accord, je vous remercie. Si je peux rajouter quelque chose, enfin, je me permettrai de compléter ce que vous avez dit, mais je crois que Full Maureen souhaite intervenir. Écoutez, merci beaucoup, James, et merci, Ralph, pour cette excellente présentation. J'ai levé la main juste pour partager mon expérience, surtout lorsqu'il s'agit des travaux des agents de santé communautaire dans des environnements fragiles, notamment au Cameroun. Alors, en termes de services de santé, lorsque l'on a été confronté à cette crise, il a été très difficile pour les grands hôpitaux de répondre aux besoins de chacun parce qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées et beaucoup étaient partis vers des zones urbaines difficiles à atteindre. Donc, il est devenu très, très difficile d'atteindre ces personnes. Nous ne pouvions pas déplacer les hôpitaux et les centres de soins. Et donc, nous avons dû consulter les agents de santé communautaire et les résultats ont été extraordinaires. Et lorsque l'on parle de la durabilité, à partir du moment où les fonds, les financements ont cessé, et nous avions quand même la communauté qui était là, qui nous a soutenus parce que la communauté a compris le besoin de chacun. Et il est important pour nous de comprendre que les agents de santé communautaire étaient liés et chacun se posait la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je soutenir ma communauté alors que les finances ne sont pas là? Il faut savoir que dans une situation, dans un environnement fragile, la communauté et les agents de santé communautaire sont une force, car une des difficultés que nous avons dans un contexte comme le nôtre était véritablement d'atteindre ces populations rurales et surtout les communications. Et donc, c'était plus facile d'atteindre ces différentes populations. Et ça nous a permis surtout de développer ces relations et être capable d'entretenir non seulement une relation de confiance, mais de s'assurer que nous pouvions aider un maximum de personnes. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Full Maureen. Merci pour cette intervention.
Si vous avez quelques minutes, il y a une présentation superbe sur justement les interventions au Cameroun et comment nous pouvons mettre en action les situations, notamment au Cameroun. Je vous invite à visiter, à visualiser cette présentation. Merci. Il me semble qu'il y avait un commentaire supplémentaire. Alors, y a-t-il des interventions prioritaires pour les soins néonatals au niveau communautaire sur lesquels nous souhaitons que l'on se concentre, notamment pour les enfants les plus vulnérables? Vous voulez commenter là-dessus? Oui, je vois qui a fait ce commentaire, Gabonzima. Alors, effectivement, c'est une situation complexe à adresser, mais à UNICEF, nous avons tenté de faire face à cela grâce à différents mécanismes. Premièrement, il y a les équipes mobiles pour aider à la nutrition et à la santé. Ce sont des équipes montées mobiles pour atteindre les populations ou les plus reclus. Ça peut être des personnes déplacées ou des réfugiés, évidemment, qui soient concernés. Nous avons développé ça à- à grande échelle, surtout dans les zones de crise. Nous avons tenté de développer cela pour aider tous ceux qui étaient laissés pour compte et qui n'avaient pas forcément accès aux centres de santé. Et le deuxième projet a été d'apporter des services à travers les agents de santé communautaire qui font partie de la communauté, même si c'est des espaces reclus. Ces agents de santé communautaire sont déjà sur place, connaissent les besoins, connaissent les pratiques culturelles et sont le lien finalement entre les systèmes sanitaires généraux et ceux qui sont déjà dans des espaces ruraux. Nous savons qu'il y a des lacunes, mais nous essayons de réduire au mieux ces lacunes. J'espère avoir répondu. Est-ce que James, vous souhaitez peut-être compléter cela ou si vous souhaitez que l'on réponde à une autre question? Non, merci, mais vous savez, euh, oui, il y a une question concernant les soins néonatales et si l'on se concentre sur cela compte tenu du taux de mortalité relatif à ce groupe d'âge. Alors oui, effectivement, des choses que l'on peut faire. C'est un projet important car il faut apprendre aux agents de santé communautaire et aux maires les sciences, les préoccupations et les risques scientifiques qui peuvent arriver aux enfants, surtout néonatales, l'hypothermie. Si les enfants ne mangent pas, ce sont des signes qui montrent que, eh bien, il faut que ces enfants soient pris en charge. Autre chose que nous pouvons faire, et même si c'est une intervention sur le long terme, c'est éduquer les femmes et les mères, car plus nous avons de femmes éduquées et alertes de cela, elles sauront où aller chercher du soutien et seront plus enclins à emmener leurs enfants au centre de soins pour obtenir les soins nécessaires. Il faut aussi montrer, par exemple, qu'il est important de se laver les mains et que l'allaitement au sein est meilleur que, évidemment, donner des biberons ou autre ou du lait infantile. Et tout ceci permet justement de combattre ces difficultés et réduire le taux de mortalité relatif à ce groupe. C'est un réseau de services que nous devrions pouvoir offrir. Et nous devrions toujours lier les communautés aux centres de soins. Et c'est grâce aux agents de santé communautaires et aux maires que l'on peut le faire. Nous savons qu'effectivement, des visites à ces différents centres de soins sont nécessaires. Si je puis compléter votre intervention, il y a quelques années, il y a eu un groupe de professionnels qui est intervenu. Nous en avons beaucoup appris d'eux, notamment la capacité de distribuer les tâches et de pouvoir et d'approcher ces différents centres sanitaires pour qu'ils puissent développer des actions. Le projet de l'appel à l'action, c'est la possibilité d'accélérer justement ces actions.
C'était des champions de l'ICCM. Nous avons enfin pu mettre en place un projet d'action au sein de la communauté pour traiter le paludisme et la polio dans la communauté et ça a été une vraie réussite. En 2020, nous avons euh, pu impliquer les agents de santé communautaire et les travailleurs communautaires qui ont démontré une véritable résilience car les agents communautaires font véritablement partie de leur communauté et sont le lien. Nous savons effectivement qu'il y a aussi des sages-femmes qui font partie intégrante de leur communauté, mais il arrive effectivement qu'ils viennent de l'extérieur. Donc, ces agents communautaires nous permettent de créer cette résilience et de développer des travaux avec des agents de santé communautaire et d'accomplir notre tâche. Je voudrais dire cependant qu'il y a effectivement des difficultés pour les nouveau-nés car les preuves existantes tournent autour des centres de santé, qu'il y a suffisamment pas de présence et qu'actuellement, nous ne pouvons pas effectivement servir au mieux cela. Nous savons que nous pouvons créer des services générationnels, organiser les pratiques, enfin fournir les pratiques nécessaires. Nous pouvons promouvoir des services de soins aux mères et nous pouvons faire des suivis postnatals durant les 3 premiers jours, dans certains pays, mais souvent, ils auraient besoin d'être référés à un centre de soins. Pour tous ceux qui ont suivi les- l'évolution des unités de soins pour les nouveau-nés. Il s'agit d'une véritable transformation car il y a 15 ans, ce service était réservé aux pédiatres et néonatologistes où une praticienne infirmière avec une petite équipe faisait des travaux absolument extraordinaires dans un centre de santé avec des moyens relativement modestes. Et aujourd'hui, nous avons enfin la possibilité de mettre en place ces services et de les rapprocher de la population. Donc, nous allons continuer à nous pencher sur cela avec des preuves d'adaptation et comment nous pouvons mettre cela en place pour permettre d'aider les cellules qui rencontrent le plus de difficultés. Il nous faut absolument réduire les écarts d'inégalité. Il faut effectivement voir dans quelle direction nous pouvons diriger les investissements pour développer ces différents secteurs et les améliorer. Excusez-moi, chère modératrice, je pense qu'il y avait une question concernant les compensations financières des agents de sécurité communautaire. Est-ce que vous pouvez me dire au Cameroun? Alors oui, lorsque nous avions les ressources financières, effectivement, il y avait des compensations pour les agents de santé communautaire et dès le début, tout le monde le savait que ces compensations seraient pour une durée déterminée et qu'il fallait que, quoi qu'ils se prennent, qu'il fallait transmettre car cela allait aider les communautés. Mais nous avons une organisation avec un département qui s'assure de motiver les agents de santé communautaire pour les continuer à les motiver et pour permettre à ce qu'ils puissent continuer leurs tâches. Il y avait effectivement des secteurs très fragiles reconnus. Nous avons vu lors de l'Assemblée de la santé mondiale, nous avons vu le CDC et beaucoup d'acteurs politiques qui voulaient véritablement développer les systèmes pour les agents de santé communautaire et leur offrir vraiment les moyens de pouvoir servir au mieux en développant, en augmentant les budgets et en contribuant à payer ce groupe extrêmement compétent et résilient.
Cher modérateur, puis-je vous demander si nous avons peut-être manqué de répondre à une question? Je n'ai pas l'impression, mais si quelqu'un de notre audience sent peut-être que nous avons manqué de répondre à votre question ou si vous souhaitez intervenir, je vous invite à le faire. Vous pouvez activer vos micros. Peut-être que vous pourriez juste, oui, nous faire part de vos impressions ou si vous voulez poser des questions supplémentaires. Ah, je vois que quelque chose est dans la boîte de discussion. En ce qui concerne les partenariats avec les acteurs clés, plus d'examen de la manière dont la santé numérique peut contribuer à lutter contre les inégalités tenaces. Excellente question. J'ai d'ailleurs quelques exemples à vous présenter sur cela, notamment concernant les différentes voies de communication que nous cherchons à développer, notamment au Mozambique. Il y a un très beau projet où nous souhaitons développer des formations et aussi développer la collecte de données à travers des plateformes et une application qui nous aiderait à permettre le paiement des agents de santé communautaire et assurer l'approvisionnement des services et surtout augmenter la qualité des services en même temps, comme je l'ai mentionné au préalable. Nous voulons également soutenir la récolte de données au niveau des communautés pour avoir une meilleure compréhension des besoins de la communauté. Merci beaucoup, Ralph, pour cette intervention. Il nous reste quelques petites minutes. Il me semble que nous avons répondu à toutes les questions. Merci à tous pour ces questions très pertinentes et très intéressantes. Merci, Ralph, pour cette excellente présentation que vous avez faite. Merci aux modérateurs qui ont permis à ce que la technologie fonctionne à merveille. Merci à tous les participants avec nous qui ont fait de cette présentation et cette intervention une séance très intéressante. Merci James pour avoir modéré cette séance et merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Les interprètes vous remercient également. Sans plus attendre, je voudrais vous remercier et vous souhaiter une excellente fin de journée. Et on se retrouve très bientôt. Merci à toutes. Merci à toutes et tous. Merci James, merci Ralph et merci à tout le monde.